Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi Allah ne fait pas de la communauté musulmane la communauté la plus puissante au monde? On est ridiculisé, caricaturé, on se moque de nous, on est traité de terroristes, ce n'est pas juste. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Alors, au lieu que ses origines ne soient un handicap et une honte, Majid Okasha va l'utiliser comme arme. Et comme il est conscient que dans la tête de ces maîtres complètement stupides, maghrébins, arabes égale musulmans, il va jouer sur cette ligne en se présentant comme ex-muslim qui, en péril de sa vie, dénonce l'islamisme de la France avec son patriotisme français. Et bien sûr, vers qui se tourner pour se lancer? Vers Jean le rabbin, le haineux de première classe, le sioniste, islamophobe, qui a quitté la France parce qu'il dit qu'il y a trop de musulmans. Bien sûr, la logique des choses, c'est de faire l'éloge d'Israël, l'État sioniste, l'État terroriste et apartheid. Il multiplie les courbettes pour prouver son dévouement le plus total. Malheureusement pour lui, les fils de l'islam sont là pour barrer sa route et exposer ses mensonges. Je lui ai envoyé plusieurs invitations par l'intermédiaire des frères et sœurs pour débattre avec moi sur le Paltalk. Le résultat des courses, il a refusé, il ne s'est pas contenté de refuser, mais il a systématiquement bloqué les personnes. Il m'a bloqué partout sans même que je lui envoie un seul message. Il a bloqué un compte Twitter qui porte comme pseudo anti-Shubuhat en croyant que c'était le mien, alors qu'il ne l'est pas. C'est un frère qui l'a créé pour partager mes vidéos. Le frère Kalim aussi lui a proposé un débat et il a encore refusé. Et la blague, c'est qu'il veut débattre par Twitter avec un maximum de 100 caractères par message. Il croit qu'on va débattre de la meilleure glace ou quoi? Ce qui prouve son ridicule et le peu de sérieux. Surtout son incapacité à défendre son torchon qui appelle livre devant les musulmans. Il a prétexté être menacé. Bien sûr, c'est devenu une mode de se dire menacé par les méchants islamistes mangeurs d'enfants. C'est forcément vrai, n'est-ce pas? Personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Toute personne derrière un PC peut se faire passer pour qui il veut. Elle est où la preuve de ces menaces? Surtout les preuves que ces menaces viennent de musulmans. Et pourquoi alors, quand il est invité par la fachosphère, il n'est pas question d'avoir peur pour sa vie au cas où il va sortir? Mes frères et sœurs, ce prétexte de menace n'est que du marketing. Se donner plus de crédibilité, se faire passer pour une personne qui se bat au péril de sa vie. Menacer Majid Okasha, pourquoi faire? Les musulmans n'ont pas besoin de menacer ce genre d'individu, un seul débat et l'affaire est close. Et lui, il le sait déjà, voilà pourquoi il a refusé le débat. La preuve que les menaces est juste un prétexte, c'est son refus de débattre sur le Paltalk. Ça reste sur le net, il n'a rien à craindre. Sauf une seule chose bien sûr, il a peur de perdre sa notoriété dans la fachosphère. Il a peur de se faire humilier en public. Que de ces pseudo-menaces. Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais par la grâce d'Allah vous donner les preuves de son ignorance la plus totale de l'islam. Malgré qu'il a refusé de débattre, il sera quand même exposé au grand jour. Avant de démontrer son ignorance la plus totale, on va commencer par voir comment il multiplie les courbettes aux sionistes et l'état criminel et terroriste qui est Israël. Majid Okasha a été interviewé par un journal sioniste qui s'appelle Europe Israël. Ce journal a été écrit pour réunir soi-disant des citoyens européens de toute croyance et de toute origine qui veulent affirmer leur soutien à Israël. Majid fait l'éloge de cet état terroriste qui tue, massacre, emprisonne des enfants, des femmes et des vieillards, qui détruit les maisons des Palestiniens, qui pratique la stérilisation forcée des femmes, du racisme contre les gens de couleur, pourtant juifs aussi, les femmes ont un rang de seconde zone. Un camion de déménagement dans une des rues de Jérusalem-Est. Dans le véhicule sont chargées les affaires appartenant à 2 familles palestiniennes. Elles sont expulsées de leur maison et les lieux sont aussitôt investis par des colons israéliens.
Cela s'est passé ce dimanche matin en présence de nombreux policiers et autant de journalistes. Il faut dire que l'affaire suscite des remous, même au niveau international. Les familles palestiniennes habitaient là depuis des décennies dans cette partie orientale de Jérusalem, annexée par Israël en 1967. Les colons juifs affirment que la justice israélienne a prononcé un ordre d'expulsion à l'endroit des Palestiniens. Les familles expulsées et leurs proches ont eu beau crier leur colère et leur sentiment d'injustice, rien n'y a fait. Les colons se sont installés. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non, on refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Des témoignages comme celui-ci, ces 2 journalistes en ont recueilli une trentaine, réunis dans un documentaire qui a contribué à faire éclater le scandale. Certaines femmes nous ont raconté qu'on les a obligées à accepter la piqûre. On les menaçait. On leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient l'injection. Elles n'étaient pas en situation de refuser. C'est leur vie qui en dépendait. Dans ces cas-là, il n'y a pas de libre choix. En plus, ces femmes ont une culture d'obéissance, de respect de l'autorité. Le dépôt Provera, un contraceptif pas anodin. À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Edward, il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration. Un sentiment de supériorité vis-à-vis de cette communauté. Ils voient les Falachas comme des gens naïfs et faibles, en plus d'être noirs et surtout pauvres. Ils se disent qu'il vaut mieux que les se reproduisent parce qu'il n'est pas d'enfants. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les Juifs d'Éthiopie. Colère dans les rues de Jérusalem, cette fois-ci pas entre juifs et arabes, mais entre juifs et juifs. Ces ultra-orthodoxes manifestent contre les compagnies de transport israéliennes pour obtenir plus de bus séparés où hommes et femmes s'assoient séparément afin de respecter les lois religieuses en limitant les contacts entre hommes et femmes. Et si notre message n'est pas entendu aujourd'hui, nous serons prêts à prendre des mesures drastiques pour que nos exigences soient satisfaites. Mais leur demande de bus séparés a provoqué la colère, non seulement parmi les Israéliens laïcs, mais aussi chez les Juifs religieux. Certains d'entre eux ont même organisé leur propre contre-manifestation. J'ai le droit de m'asseoir où je veux et ça m'est égal s'ils se lèvent parce que je suis assise à côté d'eux. Mais de là à me demander de me lever parce qu'un type veut s'asseoir et veut poser son chapeau à côté de lui, c'est ridicule. Il y a 10 ans, il n'y avait aucun bus de ce genre en Israël. Aujourd'hui, on estime à 90 le nombre de lignes de bus dédiées à la communauté ultra-orthodoxe à travers le pays. Nombre d'entre elles seraient séparées. Cette communauté pauvre qui utilise beaucoup les transports en commun a poussé les compagnies de bus israéliennes à proposer ce genre de bus, arguant du fait qu'elles ne font que satisfaire les besoins de leur clientèle. Sur ces lignes, les femmes s'assoient à l'arrière, elles sont supposées porter des tenues décentes et utilisent en général les portes arrière. Mais puisqu'il n'y a pas de signe distinctif sur ces bus, il y a eu de nombreux cas de femmes agressées physiquement ou verbalement parce qu'elles s'étaient assises dans une opposition. Comme par exemple Kim Glassman, une israélo-américaine. Je suis en ce moment debout à l'arrière du bus. Je ne suis pas autorisée à m'asseoir à l'avant. On ne peut pas vivre ça dans un bus libre. C'est simplement inacceptable. Les
des activistes de droits civiques ont porté l'affaire devant la Cour suprême israélienne, contestant la légalité de ces livrets. Une décision de la Cour est attendue en juin après la publication d'un rapport gouvernemental sur la question. Nous voulons être sûrs de ne pas être sur un terrain glissant, alors que la ségrégation s'installe à un endroit et personne ne sait où cela va s'arrêter. Nous voulons nous assurer que la vie publique en Israël n'est pas régulée par la séparation entre hommes et femmes. Et avec les demandes de structures séparées dans les hôpitaux, les bureaux de poste et même sur les vols, la bataille ne fait que commencer. Il dit dans l'article en répondant à la question suivante, je cite, « Dans certaines de vos interventions publiées en vidéo sur votre page YouTube, vous avez évoqué Israël comme un pays du monde occidental à part entière, un des derniers remparts à l'islamisation de ce monde occidental. Que représente pour vous Israël et quelle doit être, selon vous, sa place au Proche-Orient ?» Regardez sa réponse, je cite, « Israël est la seule démocratie du Proche-Orient qui offre à son peuple des modes de vie et des idéaux sociétaux lui